Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le, le 14 mai 2021. Alors je poursuis donc l'histoire, l'affaire Sade. En 1950, rappel des faits, 1954-1955, l'éditeur Jean-Jacques Pauvert fut déféré devant les tribunaux car il avait édité et proposé à la vente les œuvres du divin Marquis. Marquis, qu'en ces temps de censure grandissante, envahissante, galopante, revancharde, nous apprenons à apprécier. La défense de l'infortuné éditeur fut assurée par maître Maurice Garçon, redoutable plaideur et fin bibliophile, expert en démonologie. Ce procès fut célèbre car il convoqua à la barre de la défense des auteurs comme André Breton, Jean Paulhan, Cocteau et Bataille. Alors aujourd'hui, je poursuis donc la plaidoirie enlevée et plutôt érudite qui nous remet en contexte l'homme Sade, ses infortunes comme auteur. Et donc, demain, je vais vous lire le jugement, le jugement de la cour. Alors, on a vu hier qu'il avait attiré chez lui une itinérante qui l'avait nourrie, qui l'avait nourrie, qui l'avait lavé et qui finalement l'avait roué, pas de coups, mais qui l'avait fouetté, violemment. Alors il a été condamné et là je vous lis la suite. La province, pour un libertin habitué à Paris, constitue un séjour peu mélancolique. Il tenta de reprendre du service, mais sa réputation, qui avait voulu disséquer une femme, était si bien assise qu'on lui tourna le dos. Il revint dans ses terres et eut, pour passer le temps, une aventure avec sa belle-sœur et se rendit un jour à Marseille avec son valet. C'était le 27 juin 1772. Dans la rue, il racola 4 filles publiques et les conduisit dans une chambre où il faut reconnaître que sans leur faire aucun mal, il leur prodigua, ainsi que son domestique, des preuves d'une exceptionnelle vigueur. Nous n'en ignorons aucun détail puisque le dossier a été également retrouvé aux archives et que nous possédons le témoignage circonstancié et concordant des 4 femmes. Même les trouvant un peu molles à la besogne, il leur offrit des draguées à la Cantaride, puis il les paya et partit. Or, le malheur voulut que les dragées, à la Cantaride leur donnèrent mal au ventre le lendemain. La réputation criminelle du marquis était si bien établie qu'on ne douta pas qu'il ait voulu empoisonner les femmes. Le royaume entier en fut ameuté, et bien qu'aucune victime ne fût morte, ni même en danger, Sade et son valet durent prendre la fuite, et le Parlement d'Aix condamna par contumace, le 11 septembre 1772, le maître à avoir la tête tranchée et le domestique à être pendu. L'arrêt était nul en droit et injuste en fait, mais présentement personne ne doutait de l'énormité d'une quadruple tentative d'assassinat qui n'avait fait aucune victime. Sade fut arrêté à Chambéry, qui dépendait alors du royaume de Sardaigne, et interné au château de Miolan. Il s'en évada en avril 1773, voyagea
et ne se cacha pas beaucoup car il revint fréquemment en France. Dans son château, il engrossa une chambrière et aussi quelques filles du village. Les parents se plaignirent et ils furent arrêtés à Paris, dans le lit de sa femme, qui ne se froissait pas beaucoup de ses infidélités, le 13 avril 1777. Il entendit d'abord purger sa contumace, et se fit conduire à Aix, où son arrêt de condamnation fut cassé sans renvoi le 30 juin 1778. Peut-être crut-il être quitte et reprendre sa vie de libertin. S'il le crut, il se faisait de grandes illusions, car une lettre de cachet le fit conduire au château de Vincennes, où il resta enfermé 6 ans jusqu'en 1784. Il n'en sortit que pour être transféré à la Bastille, puis à Charenton, où on le tint sous clé jusqu'en 1790. En tout, 12 ans de détention, ce qui serait aujourd'hui impensable quand on connaît les raisons. Moins heureux que Latude, il n'avait pas été libéré lors de la prise de la Bastille. En effet, le 2 juillet 1789, entendant des rumeurs dans le quartier, il avait saisi un entonnoir et, s'en servant comme un porte-voix, avait crié de toutes ses forces, par sa fenêtre grillée, « On égorge les prisonniers !» M. Delaunay, gouverneur de la Bastille, l'avait jugé si turbulent que le 7 janvier, il l'avait fait transférer à Charenton. C'est à l'occasion de ce départ précipité qu'il perdit tous ses manuscrits, qu'on ne lui laissa pas la faculté d'emporter, et notamment les 120 jours de Sodome. À force de récriminer, il obtint d'être enfin libéré le 2 avril 1790. Pendant sa longue détention, il avait pris l'habitude d'écrire. Dès qu'il fut libre, il publia la Justine, et voyez combien j'avais raison de dire que les mœurs sont en perpétuel changement. Ce livre, qui est aujourd'hui déféré à la justice et qui a été honni si longtemps, ne souleva au moment de sa publication aucun scandale. On le trouvait en vente sur tous les comptoirs des librairies, et l'ouvrage eut un grand succès. En même temps, il faisait jouer au théâtre Molière, une pièce d'ailleurs médiocre, Oxytierne ou les malheurs du libertinage. Victime de l'arbitraire, rendu particulièrement amoureux de liberté pour en avoir été privé pendant 12 ans, il embrassa la cause de la Révolution. Inscrit à la section des Piques, il en devint le président, fut membre du jury d'accusation, mais il refusa de se montrer injustement excessif dans sa fonction, se vit accusé de modération et incarcéré au Madelonnette en décembre 1793. Successivement, il fut transporté au Carme, à Saint-Lazare, puis obtint ce qu'on appelle aujourd'hui une liberté médicale, qu'il passa dans la maison de repos de Picpus. Il doubla ainsi le cap de Thermidor, fut libéré et publia aussitôt, coup sur coup, en 1793, La philosophie dans le boudoir, et en 1797, La Nouvelle Justine et Juliette. Personne ne lui reprocha l'outrance de ses tableaux. Le directoire avait chassé la bégueulerie de Bégueule. Peut-être le marquis de Sade eût-il vécu tranquille s'il ne s'était avisé de passer de la littérature licencieuse au pamphlet politique. En 1800, il publia Zoloé et ses deux acolytes, dialogue sarcastique dirigé contre le maître du jour. On y voyait deviser Orsec, anagramme de Corse, avec Zoloé, qui ressemblait un peu trop à Joséphine. L'Aureda, qui était un portrait vivant de Madame Tallien, Sabard en laquelle on ne pouvait pas ne pas reconnaître Barras, et Fessino, qui singeait un peu trop Tallien. Erreur énorme qui le fit arrêter non pas franchement pour avoir taquiné les puissants, mais sous le reproche hypocrite d'avoir été un auteur pornographique et d'outrager les mœurs. Appréhendé le 6 mars 1801
il fut condamné à Charenton, d'où il ne sortit que mort le 3 décembre 1814. C'était devenu un curieux personnage. Nodier, qui eut l'occasion de le rencontrer, en a laissé une description pittoresque. Je ne remarquai d'abord en lui qu'une obésité énorme, qui gênait assez ses mouvements pour l'empêcher de déployer un reste de grâce et d'élégance dont on retrouvait les traces dans l'ensemble de ses manières. Les yeux fatigués conservaient cependant je ne sais quoi de brillant et de fin, qui s'y ranimait de temps à autre comme une étincelle expirante sur un charbon éteint. Le prisonnier ne fit que passer sous mes yeux. Je me souviens seulement qu'il était poli jusqu'à l'obséquiosité, affable jusqu'à l'onction, et qu'il parlait respectueusement de tout ce qu'on respecte. Enfermé avec les fous, il se montra un précurseur en matière de psychiatrie. En un temps où on tenait souvent les aliénés, encore ligotés, pour les empêcher de se livrer à des excès, et où la thérapeutique consistait surtout en des douches, il pensa qu'il était opportun de les divertir pour les calmer et de les apaiser en les amusant au lieu de les brutaliser. Il monta un théâtre et leur fit jouer la comédie. Le résultat fut si surprenant que le grave Roger Collard, directeur de l'établissement, jugea le traitement offensant pour la faculté et se plaignit au ministère de la Justice. Monseigneur, j'ai l'honneur de recourir à l'autorité de votre Excellence pour un objet qui intéresse essentiellement mes fonctions, ainsi que le bonheur de la maison dont le service médical m'est confié. Il existe à Charenton un homme que son audacieuse immoralité a malheureusement rendu trop célèbre et dont la présence dans cet hospice entraîne les inconvénients les plus graves. Je veux parler de l'auteur de l'infâme roman de Justine. Cet homme n'est point aliéné. Son seul délire est celui du vice, et ce n'est point dans une maison consacrée au traitement médical de l'aliénation que cette espèce de délire peut être réprimé. Il faut que l'individu qui en est atteint soit soumis à la séquestration la plus sévère, soit pour mettre les autres à l'abri de ses fureurs, soit pour l'isoler lui-même de tous les objets qui pourraient entretenir et exalter sa hideuse passion. Or, la maison de Charenton, dans le cas dont il s'agit, ne remplit ni l'une ni l'autre de ces deux conditions. M. de Sade y jouit d'une liberté trop grande. Il peut communiquer avec un assez grand nombre de personnes des deux sexes, encore malades ou à peine convalescentes, les recevoir chez lui ou les visiter dans leurs chambres respectives. Il a la faculté de se promener dans le parc et il y rencontre souvent des malades auxquels on accorde la même faveur. Il prêche son horrible doctrine à quelques-uns, il prête des livres à d'autres. Enfin, le bruit général dans la maison est qu'il est avec une femme qui passe pour sa fille. Ce n'est pas tout encore. On a eu l'imprudence de former un théâtre dans cette maison, sous prétexte de faire jouer la comédie par les aliénés et sans réfléchir au funeste effet qu'un appareil aussi tumultueux devait nécessairement produire sur leurs imaginations. M. de Sade est le directeur de ce théâtre. C'est lui qui indique les pièces, distribue les rôles et préside aux répétitions. Il en est le maître de déclamation des acteurs et des actrices et il les forme au grand art de la scène. Le jour des représentations publiques, il a toujours un certain nombre de billets d'entrée à sa disposition et placé au milieu des assistants, il fait en partie les honneurs de la salle. Il en est de même auteur dans les grandes occasions, à la fête du directeur par exemple. Il a toujours soin de composer ou une pièce allégorique en son honneur, ou au moins quelques couplets à sa louange.
Il n'est pas nécessaire de faire venir à votre Excellence le scandale d'une pareille existence et de lui représenter les dangers de toute espèce qui y sont attachés. Si ces détails étaient connus du public, quelle idée se formerait-on d'un établissement où l'on tolère d'aussi étranges abus? Comment veut-on que la partie morale du traitement de l'aliénation puisse se concilier avec eux? Les malades qui sont en communication journalière avec cet homme abominable ne reçoivent-ils pas sans cesse l'impression de sa profonde corruption? Et la seule idée de sa présence dans la maison n'est-elle pas suffisante pour ébranler l'imagination de ceux-mêmes qui ne le voient pas? J'espère que votre Excellence trouvera ces motifs assez puissants pour ordonner qu'il soit assigné à M. de Sade un autre lieu de réclusion que l'hospice de Charenton. En vain renouverait-elle la défense de le laisser communiquer en aucune manière avec les personnes de la maison. Cette défense ne serait pas mieux exécutée que par le passé, et les mêmes abus auraient toujours lieu. Je ne me demande point qu'on le renvoie à Bicêtre, où il avait été précédemment placé. Mais je ne puis m'empêcher de représenter à votre Excellence qu'une maison de santé ou un château fort, pour lui, conviendrait beaucoup mieux qu'un établissement consacré au traitement des malades qui exige la surveillance la plus assidue et les précautions morales les plus délicates. Sade laissait en mourant un curieux testament. Je défends que mon corps soit ouvert sous quelque prétexte que ce puisse être. Je demande avec la plus vive insistance qu'il soit gardé 48 heures dans la chambre où je décéderai, placé dans une bière de bois qui ne sera clouée qu'au bout des 48 heures prescrites ci-dessus. Il demandait que la bière fût conduite en charrette dans sa propriété de la Malmaison et enfouie sous un taillis qu'on laisserait ensuite pousser pour qu'il devienne fourré comme auparavant et que les traces de la tombe disparaissent dessus la surface de la terre. Telle fut la vie du marquis de Sade, qui subit 27 ans de prison pour avoir mendié une mendiante, pour avoir fouetté, dis-je, une mendiante à Arcueil et offert à des filles publiques de Marseille des dragées à la Cantaride qui leur donneraient la colique. Il avait 74 ans lorsqu'il mourut et avait passé le tiers de son existence en détention. Sa légende de monstre abominable avait été créée de son vivant même. Sade a produit une œuvre considérable, dont la plus grande partie est perdue, et dont celle qui survit a été jusqu'à ce jour condamnée à la réclusion perpétuelle dans l'enfer des bibliothèques. Quel destin! Il a fallu plus d'un siècle pour que des érudits aient la curiosité de rechercher ce qu'était la vérité historique sur cet écrivain universellement représenté comme le prototype du pervers maniaque. Vivant, on l'a enfermé. Mort, on a dressé des barrières autour de ses œuvres pour en interdire la lecture. Cependant, quelques-uns de ceux qui ont pu clandestinement se procurer ses écrits ont publié des études, des critiques sérieuses qui devraient rendre circonspect. À ce propos, permettez-moi de vous présenter une observation. Il existe une quantité de livres obscènes, et ceux qui connaissent la littérature érotique savent qu'il existe même des classiques, si j'ose dire, du genre. C'est par exemple l'Anti-Justine de Rétif de la Bretonne et aussi le Portier des Chartreux. Il ne se passe pas de semaine que dans ce prétoire, des noms soient évoqués. Plus près de nous, Djamani faussement imputé à Musset, et aussi les mémoires de Fanny Hill. Personne n'a jamais songé à défendre ces ouvrages qui ne sont que pornographiques. Personne n'a jamais tenté d'étudier la forme littéraire, l'esprit ou la psychologie de ces écrits qui ne tendent qu'à éveiller de fâcheux penchants.
Tout autre est l'œuvre de Sade, qui fait aujourd'hui l'objet d'une multiplicité de travaux littéraires, philosophiques et scientifiques. Pour n'en donner qu'un exemple, la Revue des sciences humaines, publiée par la Faculté des lettres de l'Université de Lille, a consacré un fascicule entier à un essai de bibliographie. Il faut évidemment voir là qu'il existe une différence entre l'œuvre de Sade et celle des professionnels de l'obscénité, dont nul ne s'occupe et que j'abandonne bien volontiers à vos sévérités. D'où vient la différence? Pour la comprendre, il faut replacer l'œuvre du marquis de Sade dans son temps. Il est venu dans le moment où, au XVIIIe siècle, les philosophes cherchaient à sortir du conventionnel chrétien pour étudier de plus près l'homme débarrassé de ses préoccupations métaphysiques. C'est l'époque où Crébillon fils, cynique, élégant et libertin, publiait des ouvrages sensuels qui traînaient dans tous les boudoirs, où Marmontel se complaisait dans une manière d'érotisme anticlérical, où André de Nercia, confident de la reine Caroline de Naples, sombrait, sans soulever de protestation, dans la pornographie bon marché. C'est l'époque aussi où Diderot publiait La religieuse et Les bijoux indiscrets, où Laclos, pervers délicieux, faisait imprimer Les liaisons dangereuses, ce chef-d'œuvre de perversité, et où Rétif de la Bretonne imaginait, à la suite de ses introspections personnelles, de révéler avec impudeur ses aspirations les moins avouables. Sade prend place dans ce cortège. Et philosophe cherche la justification dans les agissements des hommes de la notion de liberté qui lui paraît essentielle. Cette liberté, il a cru en trouver l'essence dans les manifestations de l'instinct qu'il appelle la nature. Son culte de la nature vient de ce qu'elle est, tout ce qui contrarie à l'épanouissement de ses tendances. Qu'il s'agisse d'entraves religieuses, politiques ou intellectuelles, il s'élève résolument contre tout ce qui met obstacle à la liberté humaine. De là, l'hostilité résolue et une critique impitoyable des contraintes qui tentent de réduire en quoi que ce soit l'indépendance, particulièrement de l'esprit. La notion d'un Dieu imposant des servitudes le gêne, d'où son athéisme, et débarrassé d'une vérité révélée et invérifiable qui ne le satisfait pas. Il décide d'étudier la nature dans l'homme, cet inconnu encore, mais dont l'aspect est assez matériel pour qu'il semble possible d'en pouvoir pénétrer les détours. C'est ainsi que l'homme est devenu pour lui un sujet de laboratoire, et c'est dans les obstacles que son plein développement rencontre qu'il trouve des raisons de plus en plus de détester la divinité. Oh non, non, surtout ce que j'ai de plus sacré. Jamais je ne croirai aux leçons des secteurs d'un Dieu qui se croit permis d'outrager la nature pour honorer le Créateur. Bâtissez vos chapelles, impies, adorez vos idoles, exécrables païens, mais tant que vous enfreindrez pour tout cela les plus saintes lois de la nature, souvenez-vous que vous ne me forcerez qu'à vous haïr et à vous mépriser. Vous avez vu? Peut-être... Eh bien voilà. Un voisin, le voisin d'en face, sans doute pris d'une envie d'entendre cette homélie sadienne, n'hésita pas à forcer les portes de mon échoppe. Débarrassé de la contrainte religieuse, il veut aussi lutter contre les contraintes sociales. Elles s'exercent d'une façon particulièrement apparente en matière sexuelle. C'est pourquoi
Il porte sur elle son attention et finit par s'apercevoir qu'elle est peut-être un des principaux agents de l'activité humaine. Jamais avant lui, on n'avait osé envisager ainsi le problème dont il poussa l'étude jusqu'au délire par un examen systématique des dépravations. Il approfondit le monstrueux pour découvrir le normal. Ce faisant, il avait inauguré la méthode chère à Ribot qui étudia les maladies de la volonté et de la mémoire pour pénétrer la connaissance de la volonté et de la mémoire dans leur intégrité. On comprend dès lors la nécessité où il s'est trouvé de décrire les pires anomalies. Mais tandis que chez ceux qui ne recherchent que la pornographie, ce ne sont qu'allusions obscènes et invocations libidineuses de débauche, Sade décrit comme un clinicien ennuyeux, ne cherchant point à séduire, ne faisant grâce d'aucun détail, ignoble, impitoyable et froid dissecteur de passion, pour aboutir à un sophisme anarchique. Tout le bonheur de l'homme est dans son imagination, et il ne peut prétendre à la félicité qu'en servant tous ses caprices. Aboutissement insensé de sa recherche de la liberté qui le conduit à célébrer une incroyable philosophie du vice. N'empêche qu'avec toutes ses erreurs, ses excès, ses raisonnements désordonnés, ses conceptions souvent aberrantes, Sade a découvert, 100 ans avant Freud, les principales ressources de la psychologie sexuelle. Ce qu'il avait mis au point a été souvent confirmé par les plus récentes théories des psychanalystes, et il doit être considéré, en cela peut-être, Apollinaire avait raison, comme l'explorateur le plus actuel des arcanes du subconscient. La pathologie sexuelle descriptive, bien avant qu'elle ait été abordée par Krafft-Ebing et Havelock Ellis, fut pour lui sans secret. Il remonta aux sources et découvrit que la fixation du destin psychologique se forme dès l'enfance et que l'érotisme puéril, refoulé au plus profond de l'individu pendant l'adolescence, reparaît à l'âge mûr avec une force souvent irrésistible. C'est dans le sein de la mère que se fabriquent les organes qui doivent nous rendre susceptibles de telle ou telle fantaisie. Les premiers objets présentés, les premiers discours entendus, achèvent de déterminer le ressort. Les goûts se forment et rien ne peut plus les détruire. Cette phrase tirée de l'édition de Justine de 1791 précède de bien loin la découverte des complexes de Freud. Sans doute, l'œuvre de Sade est moralement critiquable parce qu'elle offre un affreux tableau de la désolante altération psychique qu'engendre une pensée uniquement concentrée par un glissement insensible sur les rapports sexuels. Du moins, le médecin, le psychologue, le sociologue n'ont pas le droit de l'ignorer. Or, cet auteur important est par l'effet d'une conspiration générale tenu sous le boisseau. On ne peut le connaître que par personne interposée. Il faut se référer à ses commentateurs pour le pénétrer, puisqu'il demeure interdit de recourir au texte. On en est réduit à lire les ouvrages de Lely, de Klossowski, du docteur Duren, de Breton, de Paulhan, de Simone de Beauvoir. Il faut recourir à la thèse de doctorat du docteur André Gavelier sur le marquis de Sade et les 120 jours de Sodome, devant la psychiatrie et la médecine légale. On publie des bibliographies, mais on interdit la lecture des livres. Il faut se remettre à des glossateurs sans avoir permission de se faire une opinion personnelle, ce qui est contraire à tout principe scientifique. Sade est traduit en toutes les langues. Il n'y a qu'une langue française dans laquelle Sade a écrit,
qu'il est impossible de se procurer son œuvre. C'est dans cette conjoncture que M. Pauvert, éditeur, a pensé qu'il était nécessaire de mettre une édition complète à la portée des chercheurs. Il n'a pas cherché le scandale, a évité de livrer au commerce des volumes attrayants, accompagnés d'illustrations équivoques. Son édition, brochée, en noir, est sévère comme si elle devait prendre place dans une bibliothèque janséniste, et son aspect n'est pas fait pour attirer les chalands. Le tirage est limité, et les livres sont vendus à un prix élevé. Si les mœurs sont la représentation des tendances de la collectivité, l'édition ne peut en rien outrager les mœurs, car elle ne s'adresse qu'à une infime minorité qui ne songe pas à se considérer comme outragée lorsqu'elle acquiert des volumes qui constituent surtout un outil de travail. Lorsqu'une œuvre licencieuse est largement diffusée et mise à la portée de tous, on doit la condamner. Mais lorsqu'elle ne s'adresse qu'à une certaine catégorie de lecteurs, médecins, philosophes et littérateurs, qui n'y cherchent qu'un moyen de s'instruire sur des problèmes psychologiques nécessaires à leurs travaux, il en est tout autrement. S'il est vrai qu'il ne faut pas confondre le mobile et l'intention, et qu'en matière d'outrage aux mœurs, l'intention se présume du seul fait de la publication, il n'en reste pas moins qu'une publication scientifique, restreinte, coûteuse et destinée seulement à des lecteurs sélectionnés exclut l'intention frauduleuse. S'il s'agissait de défendre une édition populaire, accessible aux adolescents, destinée à répandre des obscénités par ailleurs insupportables, vous ne m'auriez pas vu paraître à votre bord autrement que pour solliciter l'indulgence que peut toujours mériter l'erreur. Mais le problème n'est pas là. La question posée mérite un examen approfondi. Je ne puis croire coupable éditeur qui a publié pour des lecteurs rares un ouvrage qui, fût-il licencieux, est un document littéraire et psychologique de premier ordre et indispensable à certains travailleurs. Excusez-moi d'avoir occupé si longtemps votre audience. Le cas méritait d'être approfondi. J'ai parlé surtout pour vous présenter les arguments de ceux, et ils sont nombreux, qui pensent que l'affaire du divin marquis mériterait d'être révisée. Eh bien, on peut également renvoyer à la biographie qu'a consacrée Jean-Jacques Pauvert, une monumentale biographie en 3 volumes. On peut également vous renvoyer aux ouvrages d'Annie Lebrun, dont l'écriture impeccable et la finesse de jugement, l'écriture impeccable, on ne saurait assez insister même sur cette merveille d'écriture, alliant à la fois la précision et la poésie, et nous offrant un florilège d'images qui réussissent à soulever en nous à la fois un questionnement et à la fois la passion. Lire Annie Lebrun, c'est un bonheur de lecture. Et Annie Lebrun nous a offert un livre particulièrement remarquable, Sade, un bloc d'abîme, que je ne saurais trop dont je ne saurais trop vous en recommander la lecture. Simone de Beauvoir aussi, Faut-il brûler Sade, a fait de Sade un théologien, en fin de compte, presque aguerri. Et la dimension métaphysique, enfin dégagée, a retenu son attention. Et évidemment, il y a une relecture aussi qui se fait par des féministes qui nous
relève dans les écrits de Sade le caractère volontaire de ces héroïnes, qui ne sont pas que des victimes de maltraitance de tout ordre. Elles sont également rouées, elles sont affairées, elles ont le sens des affaires, elles sont dotées d'une fine psychologie. Il va sans dire également qu'elles ont une libido explosive. Et Sade, peut-être plus hardi dans son exploration de ce que Freud appelait le continent noir, nous a offert des trouvailles et je dirais même des pépites d'intelligence. Et il n'a pas hésité à nous montrer des héroïnes qui, pleines de détermination, avec beaucoup de pouvoir et une finesse politique également, car on les voit s'activer, non pas qu'en coulisses. Dans certains cas, elles prennent le pouvoir. Dans certains cas, elles l'exercent avec une autorité très sûre et une science infaillible des comportements humains, tant masculins que féminins. Alors pourquoi lire Sade aujourd'hui? Pourquoi Sade doit d'une certaine manière, nous servir presque d'ange gardien? Parce que oui, la censure en littérature est en nette expansion. Il y a l'exemple que je vous ai donné de cet auteur qui a été poursuivi par le ministère de la Justice. Mais il y a peut-être 1 an ou 2, un directeur fraîchement installé à la tête d'une revue littéraire, qui est une institution au Québec, a publié un texte où il était question d'une scène où un personnage commettait un crime de nature sexuelle sur un autre personnage. Ce sont là 2 personnages de fiction, n'est-ce pas? Et là, il y a eu tout un tollé, la nouvelle directrice, où en fait, c'est un ancien directeur. Écoutez, je me perds sans doute dans les détails, mais ça a fait un tollé. Le texte a été soit retiré, ou en tout cas, on ne l'a pas publié, et on n'a pas hésité à parler pour un personnage de fiction qu'il faisait la promotion de la culture du viol. Alors, tout ça et on le voit aussi comment les réseaux sociaux exercent une censure de tous les instants avec des trolls qui apparaissent, avec des individus, l'autocensure qui était déjà quand même assez bien établie dans les mœurs littéraires. Eh bien maintenant, fait place à une censure des pairs, et même ce que j'avais appris à la suite de cette vague de l'été dernier, où il y a eu un deuxième MeToo particulièrement féroce, où des artistes de la chanson ont été dénoncés, et ces artistes de la chanson, fort nombreux, certains d'entre eux très, très connus, très connus même, ont vu leur contrat rompu avec des maisons de production, avec des compagnies de disques. Peut-être le seul qui aurait échappé à la tourmente, même si il a eu droit quand même, si je puis dire, à un procès, c'est un chanteur dont la réputation de délinquant ne restait plus à faire. Alors, visiblement, les délinquants affirmés et autoproclamés, et dont le fonds de commerce artistique les absout d'une certaine manière,
eh bien, eux peuvent peut-être passer à travers les gouttes de pluie de la réprobation sociale. Et donc, la lecture, elle est roborative, elle est peut-être du marquis, elle est peut-être nécessaire aujourd'hui. Et un autre élément qu'on... Évidemment, vous avez compris que la plaidoirie de Maître Maurice Garçon euh, ne s'appuyait pas tant sur le style, parce que le style Sade, comme le faisait remarquer Gérard Massé, eh bien Sade, c'est tellement absurde, c'est tellement délirant, et c'est écrit dans une langue emportée, dans une langue superbe, euh, que qu'on peut pas, même si sa stratégie a été efficace, hein, on ne peut pas, d'une certaine manière, prendre Sade au sérieux. Je pense il aurait plus apprécié qu'on reçoive ses textes, qu'on reçoive ses épîtres euh, en rigolant, en, en, en prenant beaucoup de hauteur, en disant c'est trop dingo, c'est pas possible. Et en même temps, bien sûr, oui, l'espèce, le genre humain est capable d'infinie euh, perversité et faire preuve d'une intelligence prodigieuse dans l'administration des sévices sur autrui. Sade n'aurait rien inventé, aurait tout imaginé, mais bien souvent, comme vous le savez, la réalité dépasse la fiction. Alors, écoutez, dernière chose. Bon, je sais pas, je devrais vous dire ça. Ben, je vais vous le dire. C'est mon anniversaire demain. Eh oui. Et puis, j'atteins un âge canonique. Demain, le 15 mai, j'aurai 60 ans. Alors, bon, j'ai des projets pour les 10 prochaines années. C'est déjà ça de prix. Quand on peut se projeter, je ne sais pas quel âge vous avez, ceux qui écoutez ces petites capsules vidéo, assez longues tout de même ce soir. Euh, si vous êtes capable de vous projeter dans un avenir de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, ben c'est beaucoup. Si vous pouvez vous projeter même dans un avenir de 5 ans, en 5 ans, on peut vivre intensément, on peut accomplir des choses qui nous tiennent à cœur. Alors, je vous dirais aussi, ce matin, ma femme, Fabienne, m'a dit que j'étais le roi des glandeurs. Alors, sur le coup, j'étais un peu, ben, pas vexé, parce que je me vexe pas pour si peu, mais même, en fait, je vous dirais même, je me vexe jamais, faisant mienne cette phrase de Rémy de Gourmont, lu il y a longtemps, un honnête homme ne s'étonne de rien. Alors, mais je lui demandais, si tu veux dire que je suis paresseux quand tu dis que je suis un grand, un grand glandeur? Non, elle m'a répliqué, c'est que je ne fais que ce qui me plaît. Je ne fais qu'à ma tête et je n'obéis qu'à mon désir. Et qu'en fait, toute ma vie, je n'ai fait que ce que je voulais. Alors, en cette veille de mon anniversaire, je suis obligé de reconnaître que sur ce coup-ci, une fois de plus, Fabienne avait raison. J'ai toujours écouté mon démon intérieur, hein, le daimon, comme en parlait Socrate. Ce, cette, 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 cette voix intérieure qui nous oblige à faire. Mais des fois, même les choses qui nous paraissent parfaitement insensées peuvent se révéler à l'usage porteuses de fruits magnifiques. Et parfois, les choses que l'on juge parfaitement raisonnables peuvent nous entraîner très loin dans l'accidie, dans la dépression. Et il ne faut pas que notre énergie vitale soit par trop contrariée par
les injonctions que nous fait la société moderne, notre surmoi, le regard de nos parents intériorisés, l'œil de Moscou sur nous, les instances gouvernementales, l'autocensure, la petite voix dénigrante, la voix de la raison, la voix des anges, la publicité, les politiciens, et parfois certains poètes un peu rasants. Alors demain, je vous lis le jugement. Et peut-être on va trouver... En fait, je vous ai montré le livre de Garçon parce qu'il y a eu à plaider dans d'autres affaires ayant un lien avec la littérature. Il y a son journal de guerre qui est absolument prodigieux. Je l'ai évoqué suite à celui de Lucien, suite aux vidéos que j'ai consacrées à Léon Verte, sur son journal d'occupation également, qui s'appelle Déposition, qui est rempli d'aphorismes, qui est rempli de fulgurances, tout en ayant un regard circonspect et passablement juste. Tandis que celui de Garçon, c'est au jour le jour, hein, et il est à Paris, et il est parfaitement accablé aussi de voir une multitude d'intellectuels stipendiés se ralliant à l'occupant nazi avec un enthousiasme qui laisse sans voix et dont les justifications, je pense que là ça va être bon pour ce soir, et dont les justifications tarabiscotées nous laissent sans voix. C'est le moins qu'on peut se dire. Alors c'est tout. Je vais prendre une bonne gorgée d'eau. C'est tout pour ce soir et à demain pour la suite.